Kenori, tu es enseignant, professeur de français au collège expérimental de la Bride dans les Landes. Et depuis très longtemps, tu as participé à l'élaboration de manuels numériques. Tu as écrit un livre numérique récemment, Un centaure à l'école, qui pose la question donc, comment le numérique change et doit encore changer l'école, l'élève et l'enseignant. Et notamment, tu mets en avant comment le numérique permet de s'affranchir de la contrainte de l'édition scolaire classique. C'est vrai que la problématique du livre m'intéresse énormément. L'histoire du livre est une histoire par définition mouvante, en fait, puisque depuis qu'on a inventé l'écriture, les supports qui l'accueillent n'ont cessé de varier, de la tablette, alors pas numérique, en passant par le livre de poche, le volumen, le codex, le livre a toujours suivi des mutations. C'est d'ailleurs cette mutation qui est intéressante. Alors aujourd'hui, du fait de cette mutation, il est très facile d'éditer, de publier un livre numérique par exemple. Donc c'est vrai que moi je me suis affranchi de l'édition, mais c'était presque par paresse en fait, c'était pour ne pas savoir envoyer mes travaux et puis d'attendre une validation du coup que j'ai jugé être superfétatoire parce que je me la suis accordée. En fait, je me suis toujours aussi défini comme une espèce d'artisan dans ce monde en mutation induit par le numérique. On fait les choses soi-même et je me suis toujours plu à penser que un éditeur du XVIe siècle, un Étienne Dolé par exemple, aurait accueilli le numérique avec une immense joie. On parle souvent d'humanisme numérique. Il travaillait dans l'imprimerie, la presse, la fonte. Nous, on travaille avec des ordinateurs. Et du coup, c'est vrai que cet ordinateur, il est devenu mobile. On ne parle plus d'informatique, on parle de numérique parce que le numérique ce qui est devenu le numérique a quitté nos bureaux en fait. L'ordinateur avec son bureau, sa souris, il est devenu omniprésent et du coup les élèves l'utilisent en permanence. Et c'est ça aujourd'hui qui m'intéresse en fait, c'est de développer cette culture numérique en fait avec mes élèves. Et du coup plus ça va, et moins je produis de ressources. Parce qu'en fait, d'une part ce sont les élèves qui les produisent, et puis d'autre part, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir comment les élèves s'emparent de ce numérique. Alors ils s'en sont emparés déjà bien avant qu'on décide de le faire, c'est-à-dire que quand deux élèves sont confrontés à une difficulté, eh bien ils se font un Skype, en classe, il se passe aussi des choses assez fascinantes. En classe, là récemment, on a quelques iPads, 1, 2 par groupe d'élèves, et du coup, ils travaillent ensemble. Ils ne sont pas absorbés dans un temps d'écran qui leur épargnerait toute réflexion disciplinaire. Ils sont vraiment en train de travailler, ils sont en groupe, un peu comme chez Sugata Mitra en fait. Du coup, ils vont mobiliser des ressources ensemble, et donc ils travaillaient, et ça a sonné, et personne n'a quitté la salle. C'est la première fois que ça arrive dans ma carrière, donc je prends quand même des précautions oratoires pour le dire. Je ne suis pas en train de m'applaudir moi-même. Je pense d'ailleurs avoir absolument aucune responsabilité dans ce qui s'est passé. Simplement, les élèves étaient pris par leur travail. Et le fait est suffisamment rare pour être noté. En tout cas, moi, c'était la première fois que ça arrivait dans ma carrière. Il s'est passé un autre truc le lendemain, une autre chose le lendemain. On était en train de travailler avec les élèves. On faisait une lecture analytique et on utilisait Framapad parce que je voudrais que ce soit les élèves qui produisent le cours, enfin qui l'écrivent. En tout cas, on a un secrétaire de séance, on a des aides qui viennent corriger la typographie, la ponctuation, l'orthographe, tout ça, noter ce qui n'a pas pu être noté par le pauvre secrétaire de séance qui croule sous les remarques. Et du coup, on utilise un traitement de texte collaboratif, ainsi chacun peut écrire. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on avait un élève qui était absent. Et il n'a pas entendu le réveil, il a raté le bus, les parents étant au travail, ils n'ont pas pu l'emmener en classe.
il est absent. Et à un moment donné, on l'a vu intervenir sur notre pad. Il a utilisé le chat sur Phromapad, il y a un petit chat, on n'est pas obligé d'utiliser la fenêtre principale. Et il a demandé aux autres où on en est, à quelle question, qu'est-ce qu'on fait. Et il s'est mis à répondre aux questions de chez lui. Et c'est cette culture numérique qui m'intéresse. Alors on est loin des ressources, hein, en fait, mais les élèves ont un rapport au travail qui est différent. Bon, c'est banal hein, ce que je dis, parce que finalement c'est toujours la même chose, hein, c'est le numérique qui a franchi les cadres spatio-temporels. Mais enfin, en tout cas, le vivre, c'est assez émouvant finalement, de voir qu'un élève peut-être travailler en pyjama de chez lui, puisqu'il ne s'est pas réveillé et qu'il est là quand même. Il retrouve du plaisir à travailler. Bon, j'espère, oui. En tout cas, ça a amusé tout le monde, y compris les élèves. L'élève, il avait ses manuels à la maison et puis il les amenait en classe quand il en avait besoin. Et à la maison, il pouvait les ouvrir à nouveau pour retrouver le travail qui avait été en fait en classe. C'était typiquement un objet du lien. Et cet objet-là, on n'imaginait pas, moi j'imaginais pas, il y a quelques années encore, qu'il puisse à ce point devenir aussi rapidement obsolète. Je crois qu'il est fichu, quoi. Pardonnez-moi, mais il ne faut pas forcément s'en inquiéter, hein, rassurez-vous. Je pense qu'il y a même beaucoup à attendre de sa résurrection, mais en l'état tel qu'on le connaissait, dans les Gardes Michard, de Becherel, de Gaffio, hein, que l'on a ouvert quand on était jeunes, c'est fini, il n'y a plus rien à en attendre. Pourquoi il faut plus rien en attendre? Parce que le manuel, en tant qu'objet de transit entre l'école et puis la famille, il ne sert plus à rien. Je crois que l'objet manuel, en tant que forme fermée et close d'un savoir construit, à l'heure du numérique, à l'heure d'Internet, à l'heure des réseaux numériques, à l'heure du partage et de l'échange, elle est terminée. Ça me paraît être un objet un peu anecdotique. Hein. Je pense qu'il est mort-né, le manuel numérique, parce que finalement, bon, les éditeurs ont créé des PDF homothétiques, donc ils ont pris un manuel papier, ils l'ont scanné, ils ont rajouté une vidéo, parce qu'il fallait mettre une vidéo parce que ça fait un peu interactif, ça fait moderne, quoi. J'ai l'impression qu'ils sont promus un peu au même sort que les CD-ROM qui doivent croupir quelque part, soit dans les cerisiers pour effrayer les oiseaux, ou dans les tiroirs. Je trouve que alors ça peut être pratique, hein. Là ce que je vais essayer de faire, mais j'ai pas fini, c'est d'écrire un manuel qui est en gros une super photocopie, quoi, en fait. C'est mon grand dada du moment, c'est le Markdown. C'est-à-dire que j'écris en Markdown, c'est-à-dire que en fait j'écris un texte, c'est du format texte, donc c'est à l'abri des injures technologiques, hein, c'est-à-dire que ça sera toujours lisible partout, tout le temps, en fait. Hein. Et le formatage que j'applique à mon texte est un standard. C'était inventé par John Gruber et puis Aaron Swartz. Et à partir de là, je peux publier en tout. En fait, je peux publier en PDF, en doc, en EPUB, en HTML, je publie partout. Et du coup, ça ne me demande pas d'effort, de remise en forme. Et du coup, c'est assez facile à produire, c'est assez léger. Et le transmettre aux élèves, ensuite, ça leur fait bénéficier de tout ce que le numérique propose d'augmentation dans un livre. C'est-à-dire que mon autre dada, c'est la liseuse. J'ai découvert la liseuse assez tardivement, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai un peu abandonné le marketing d'Apple avec son grosse application, avec ses gros livres de 4 gigas, avec ses grosses vidéos, ses sons, ses frises interactives, tout ça. Et je me concentre donc sur le livre et sur le texte. Mais c'est aussi spécifique à ma matière, en fait. Hein. Je trouve que ce qu'on fait avec les liseuses est promis à un succès évident, en tout cas dans les classes, bien qu'on n'en voit pas beaucoup. Enfin, un jour, il y a quelqu'un qui va se rendre compte que c'est dommage. Hein. Mais sinon, pour répondre plus spécifiquement à votre question, je pense, enfin, il me semble que le manuel numérique, enfin le manuel tout court, c'est un objet un peu
il appartient au passé en fait. Et du coup, avec le numérique, on est toujours dans la reproduction du passé un peu. On n'invente pas grand-chose, hein, on n'est pas des novateurs. On n'invente pas grand-chose et on fait que reproduire et puis après on se dit bon. Oui. C'est un peu comme, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette caricature où on voit une dame avec un tapis, enfin il y a deux dames en fait, il y a deux femmes de ménage, il y en a une qui essaie d'épouster le tapis avec une espèce de tapette là, et puis bon, classique, et puis l'autre avec l'aspirateur, mais elle donne des coups d'aspirateur dans le tapis, et elle trouve que la technique finalement c'est pas terrible. Bon, j'ai l'impression que le manuel numérique c'est quand même un peu ça. Pourquoi il faut que les gens l'entendent? Parce que le manuel, en tant qu'objet de transit entre l'école et puis la famille, il ne sert plus à rien. Alors en quoi il ne sert plus à rien? C'est que, qu'il soit numérique ou qu'il soit sous forme de papier traditionnel, il servait à transporter du savoir, comme ça, à transporter des choses. Or le savoir, il n'est plus là maintenant. Le savoir, il est diffus partout. Absolument partout. Il est disponible à tout moment. Les élèves savent bien comment accéder à ces informations qui sont disponibles en ligne partout. Et l'enjeu n'est plus tellement d'avoir un savoir tout fait et construit qui puisse être illustré par le travail en classe, mais pas la capacité des maîtres, bien sûr, mais aussi des élèves à fabriquer leur propre savoir à partir de ces informations qui sont diffuses. Et la preuve d'ailleurs que ça pose un problème, je suis confronté à des sites d'associations professionnelles, de sociologues, etc. C'est vrai, j'ai honte. Quand je reçois 15 messages le jour, j'ai honte parce que c'est le narcissisme de chacun qui se déploie dans une sorte de connerie, mais c'est une chose. J'espère que les gens qui n'appartiennent pas à la profession n'entrent pas sur ce truc parce que il faut que je fasse un communiqué disant que j'en fais pas partie, en fait, tellement que c'est bêtassou, en fait. C'est mon âme, mes trucs. Enfin, je suis très vieux, mais c'est une espèce de narcissisme, etc. Bon. D'un côté, on a ouvert une sorte d'espace qu'on ne peut pas d'ailleurs fermer, qui est, au fond, je veux dire, entre Max Weber et moi, il n'y a pas tellement de différence. Ouais, bon. Voilà. Et de l'autre côté, pour contrôler ce monde-là, vous avez une sorte de repli conservateur, mais incroyable, académique. Paradoxalement, j'observe un renforcement de l'académisme, un renforcement des normes professionnelles les plus fortes. Et donc, il me semble que pour l'école, il y a quand même un enjeu institutionnel extrêmement fort. C'est pas simplement un enjeu technologique, de savoir ce qu'on attend, dans telles conditions, ce qu'on valide. Bien sûr, faire une classe interactive, c'est formidable, etc., à condition que ce soit la classe. Et ça, c'est évidemment ce que vous faites. Je ne suis pas toujours sûr que ça ressemble à la classe, etc. Donc, il me semble que ce problème se pose, mais après tout, l'apparition de nouvelles technologies ne s'est jamais posée autrement. Je veux dire, il a toujours été... la question a toujours été de savoir ce qu'on allait en faire, comment on allait les contrôler, comment on allait à la fois les permettre et les maîtriser. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, votre discussion m'intéresse entre vous qui dites, de toute façon, l'idée de contrôle, de validation, tout ça est fini. Je dois dire que d'habitude, dans les débats, c'est moi le novateur, le hypermoderne face à une bande de réac, et je me trouve un peu en porte-à-faux, là. Je dois dire que je suis quand même parfois un peu défiant par rapport à ce que j'observe. Selon moi, ce qui se joue aujourd'hui, c'est cette mise en tension d'un point de vue des ressources, entre les ressources institutionnelles validées, d'une part, et ces ressources collaboratives. C'est une évidence. Et derrière, il y a deux systèmes. C'est un système vertical et un nouveau système horizontal, enfin nouveau entre guillemets, qui se développe considérablement ces dernières années. Alors, le Web 2.0, ça date d'il y a 10 ans à peu près, c'est la possibilité à tout le monde de partager, de publier, d'échanger en direct et entre tous des informations. L'école s'empare du sujet, comment du coup Renaud Canopé en tant qu'opérateur accompagne ces changements, cette mutation dans l'école. Et toutes ces ressources-là vont être indexées et présentes sur des plateformes qui vont mélanger des ressources institutionnalisées et des ressources collaboratives. On a une grande plateforme qui est celle du ministère qu'on développe actuellement, qui va sortir, qui s'appelle Myriae, dont le but est d'indexer, de rendre disponible l'ensemble des ressources. La scénarisation devient extrêmement importante parce qu'à mon sens,
l'édition, la production des jeux, de tout ce qui est technologique, et l'éducation. Je pense qu'ils vont merger, ils vont tous avoir les mêmes buts, puisque nous sommes dans la société du savoir. Les canaux qui produisent le savoir et qui en font la promotion sont partout. Donc tout ceci va nous demander en fait un effort de réflexion et de travail commun. Je peux vous dire que les éditeurs ne sont absolument pas favorables à ce que les manuels soient qualifiés, qu'ils soient labellisés. Ils n'en veulent absolument pas parce qu'ils prétendent que ça nuirait à la qualité de la recherche parce que le ministère voudrait donner l'imprimature. Donc ça ne viendra pas d'eux. Les enseignants, ma foi, ont été formés dans les conditions qu'on sait, assez et suffisamment pour avoir une distance critique par rapport à la discipline qu'ils enseignent, particulièrement en France, où ils sont extrêmement pointus dans la question disciplinaire. Donc finalement, la seule validation qui compte, c'est celle qui est faite par les pairs. Donc si ta ressource est bonne, je vais l'utiliser, je vais la diffuser, je vais la faire tourner. Et voilà, c'est la validation par les pairs, oui. Et à ce moment-là, la médiation est très utile parce qu'il faut un endroit, une plateforme où on peut retrouver ces ressources. Et là, d'accord. Mais voilà, validation par les pairs, moi c'est ce que je dirais en fait.